Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h19, le petit déjeuner politique ce matin. Agnès Evren est avec nous, députée européenne LR et vice-présidente des Républicains. Bonjour Agnès Evren. Bonjour. Elisabeth Borne à Matignon, elle compose son gouvernement. Une femme venant de la gauche qui va peut-être débaucher à droite. Où en sont les Républicains aujourd'hui? La bataille des législatives, quelle sera l'opposition? Les grands chantiers à venir. Et l'on reparle aussi de la taxe carbone tout à l'heure. Autant de sujets que nous allons essayer d'aborder. Est-ce que, tout d'abord Agnès Evren, les téléphones sonnent dans les rangs de la droite là pour entrer au gouvernement? Oh ben non, vous avez remarqué qu'il y a eu très très peu de défections. Finalement, on nous parlait d'une liste de 30, voire de 40, voire de 50 députés qui porteraient les couleurs de la majorité présidentielle, et il n'en est rien. Ça prouve qu'à droite, voilà, on a une colonne vertébrale, on a des convictions, on a des valeurs, et on souhaite rester fidèle à ces convictions. Même si Catherine Vautrin, qui vient des rangs de la droite, a failli être première ministre. Je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Ah bon, c'est vrai ? Je pense que dès le départ, le plan A d'Emmanuel Macron, c'était Elisabeth Borne, et qu'elle cochait toutes les cases. C'est une femme, elle a la dimension écolo, la dimension sociale, elle a de l'expérience. C'est une femme sérieuse et qui en même temps a un profil très similaire finalement à celui de Jean Castex, c'est-à-dire que c'est plus une gestionnaire qu'une politique. Et de ce point de vue-là, finalement, c'est le changement dans la continuité. Alors c'était une manœuvre de la part de l'Élysée, d'Emmanuel Macron, de semer la zizanie chez les Républicains un peu avec cette histoire. Je pense. Oui, ouais. je pense. Et puis vous voyez, il nous avait promis une révolution et finalement il n'en est rien, puisque Elisabeth Borne, elle est quand même ministre depuis 5 ans. Donc au lieu d'une révolution, on a finalement quelque chose de très attendu avec une première ministre, et ça c'est une très bonne chose, qui est une femme. Et ça, de mon point de vue, c'est un symbole très fort. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y en a certains qui critiquent en disant oui, il ne faut pas dire qu'elle est bien parce que c'est une femme. Parce que la politique, elle est faite aussi de symboles, et le symbole est très fort. Mais au-delà des symboles, ce qui compte maintenant pour nous à droite, c'est quelle politique elle va mener, et est-ce qu'elle aura suffisamment de poids politique pour essayer de rompre avec cette forme d'exercice très solitaire du pouvoir finalement. Est-ce qu'elle aura les coups des franches pour réussir à peser sur les orientations politiques? Parce que nous, ce qu'on va regarder maintenant dans la composition du gouvernement, c'est quels vont être les sujets, les angles morts de ce quinquennat qui vont pouvoir être repris en main. Je commence évidemment par le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on va enfin rebooster le pouvoir d'achat? Sur la question des retraites également, avec l'indexation des retraites sur l'inflation. Également sur tous les sujets qui concernent l'école. Aujourd'hui, on connaît une crise morale importante où nos sociétés sont redevenues héréditaires. Je voudrais terminer là-dessus pour dire qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il faille 6 générations pour placer de la classe populaire à la classe moyenne. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et évidemment, la maîtrise des dépenses publiques. C'est un sujet de gauche. L'école républicaine, non, c'est un sujet de droite, comme de gauche d'ailleurs. Ça dépasse tous les clivages partisans. C'est tout simplement la méritocratie. C'est la place de l'école républicaine dans notre pays. Oui. Est-ce qu'il va y avoir quand même des gens qui vont quitter votre famille pour rentrer dans ce gouvernement? Et s'ils le font, on pense à Damien Abad, par exemple, qui était le patron des Républicains à l'Assemblée nationale. Ils seront exclus de la famille LR? Écoutez, faut arrêter avec l'excommunion. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je pense tout simplement que la politique, c'est aussi une affaire de comportement. Et qu'il est vrai que rallier le camp de l'adversaire au lendemain d'une défaite, c'est assez peu élégant. Le rallier dans le cadre d'une recomposition dans quelques mois, dans 6 mois, en fonction de la situation, à la limite, ça peut se discuter. Mais aujourd'hui, vous savez, nous sommes, nous, les héritiers d'une famille gaulliste qui a dominé la Ve République, qui a donné 5 présidents à la France et qui a gouverné la France. Et donc, nous avons aujourd'hui un devoir... échoue en permanence. Et nous maintenant. avons une responsabilité collective aujourd'hui de rebâtir notre famille politique. Vous avez tort de dire ça. On n'échoue pas. On a gagné toutes les élections. Alors attendez, on a gagné les élections intermédiaires. Là, vous avez raison, c'est que nous avons en effet subi une défaite cuisante. Je vous rappelle le score à la présidentielle, 4,7%. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Oui, nous avons subi une défaite cuisante. Laissez-moi terminer. En revanche, et c'est ça la situation qui est extrêmement paradoxale à droite, c'est que nos idées sont majoritaires, et une étude de la Fondapol l'a démontré récemment. Et c'est de ce point de vue-là... Vous pourriez participer à ce gouvernement, alors, dans les mois qui viennent? Non, les Républicains. Écoutez, au-delà, vous savez, de l'avenir de la droite, il est important aujourd'hui d'abord de clarifier notre ligne idéologique parce que nous ne sommes pas compris par les Français. Deuxièmement, au-delà de l'avenir de la droite, ce qui se joue aujourd'hui, c'est de savoir si on accepte une polarisation entre d'un côté le camp des progressistes et d'un autre le camp finalement des populistes d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est pour ça que moi je suis convaincue que la droite républicaine doit subsister dans le paysage politique, parce qu'il ne peut pas y avoir d'un côté le camp de la raison et d'un autre côté le camp de la déraison. Elle doit subsister par un rôle d'opposition à l'Assemblée
l'Assemblée nationale et pas forcément de participation à un gouvernement alors. Mais parce que c'est plus sain pour la démocratie. Vous vous rendez compte que ça veut dire qu'aujourd'hui, on envoie un message aux Français en leur disant, en gros, si vous n'aimez pas Emmanuel Macron, eh bien, vous avez le choix entre Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Ouais. C'est ça auquel nous n'arrivons pas à nous résoudre. Parce qu'encore une fois, je le redis, nous sommes les héritiers d'un parti gaulliste qui a donné 5 présidents à la France. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément dans une opposition pavlovienne. Christian Jacob l'avait dit lui-même, on a voté 30% des textes à l'Assemblée, 70% des textes au Sénat. L'idée, tout simplement, c'est de faire vivre cette droite républicaine, parce qu'il est très malsain qu'on soit, encore une fois, je le redis, dans un camp des progressistes face à le camp des nationalistes, le camp du bien face au camp du mal, Oui. tout simplement. Bon, alors, pour les législatives, c'est justement l'un des grands enjeux du moment. Pour vous, pour les Républicains, c'est une question quasiment de survie. Oui, bien évidemment, je le disais, on a subi une défaite cuisante, mais nous avons sur le terrain, et c'est notre fierté, parce que nous sommes la première force territoriale en France, des élus extrêmement enracinés qui ont l'expérience et qui ont aussi un bilan pour ceux qui sont sortants. Donc moi, je suis absolument convaincue que contrairement à ce qui se dit ou ce qui se lit, nous aurons un groupe assez conséquent à l'Assemblée nationale. Vous pourrez peser, quoi. Nous allons peser sur les orientations politiques, je le redis. Pour nous, ce qui compte également, parce que nous sommes de droite, c'est la maîtrise aussi des comptes publics, parce qu'on voit aujourd'hui que le gouverneur de la Banque de France a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il fallait faire attention à ralentir les dépenses publiques pour pouvoir supporter la hausse des taux d'intérêt, parce que ça va nous coûter très très cher. C'est quoi la ligne des Républicains aujourd'hui, qu'on essaie de se repérer un petit peu entre Ciotti, Julien Aubert, Wauquiez qui veut revenir, et puis d'autres qui sont toujours présents, Pradier, Pécresse. Vous avez parfaitement raison de poser la question, c'est d'ailleurs notre talon d'Achille, moi je le dis en Je vous remercie de me le dire. Bon, non mais je le dis en toute humilité, parce qu'on a un problème de ligne idéologique aujourd'hui. Au-delà de l'incarnation, on a un problème de ligne idéologique, et c'est-à-dire que dans la refondation, nous avons besoin d'une clarification de cette ligne pour savoir comment aujourd'hui faire coexister les 3 courants de la droite classique, qui est la droite orléaniste, la droite légitimiste et la droite bonapartiste. Est-ce qu'en effet, dans un même parti, on peut faire cohabiter un Éric Ciotti et un Michel Barnier, par exemple? Ça va être tout l'enjeu après les législatives, justement, de nous refonder. Eh bien, écoutez, c'est possible. Ça a été difficile, il faut le reconnaître, pendant cette élection présidentielle, où beaucoup de Français nous disaient, on ne vous comprend pas, on ne sait pas où vous habitez. Finalement, la vraie droite, c'est laquelle? C'est celle d'Éric Ciotti, celle de Michel Barnier, celle de Julien Aubert ou celle de Xavier Bertrand? Pour vous, c'est quoi la vraie, justement, cette vraie droite, cette ligne? Pour moi, la vraie droite, c'est la droite qui incarne un régalien très fort sur l'autorité de l'État. Je regrette que nous ayons échoué aussi douloureusement à cette élection présidentielle, parce que nous avions un boulevard sur l'autorité. Les questions de sécurité n'intéressent pas Emmanuel Macron. On le voit bien, c'est son talon d'Achille, et de ce point de vue-là, il a un bilan qui est assez calamiteux. Aujourd'hui, il y a une volonté, une demande de sécurité dans le pays. Donc pour nous, ce qui nous distingue d'Emmanuel Macron, c'est pour moi le régalien, et c'est le social également. Sur le social, c'est pour ça que sur le pouvoir d'achat, par exemple, nous proposons une baisse du prix de la pompe de carburant à 1,50 €. Bon, mais c'était des questions qui étaient évoquées déjà par Valérie Pécresse, et ça n'a pas marché. Parce que nous n'étions pas audibles. Il est vrai que, je ne vous cache pas que vous avez bien vu, il y a eu une guerre en Ukraine qui a tout balayé. Nous avons eu du mal à desserrer les tons entre d'un côté les extrêmes et d'un côté Emmanuel Macron, parce qu'encore une fois, il a su polariser la campagne entre lui et Marine Le Pen et Mélenchon. Au fait, parce que vous êtes assez proche de Valérie Pécresse, comment va-t-elle, justement? Écoutez, ça a été très dur, elle l'a dit elle-même. Elle a été un peu groggy par cette défaite, comme nous tous dans notre camp, je ne vais pas vous mentir. Et aujourd'hui, écoutez, elle est remontée sur son cheval, elle est présidente de la région, et elle déborde de projets pour les Franciliens. Oui, elle a endossé la responsabilité et dénoncé le jeu trouble de Nicolas Sarkozy, qui continue d'ailleurs, et qui sème le trouble dans votre famille politique. Écoutez, Nicolas Sarkozy a été un grand président de la République. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui, évidemment. Après, il a fait un choix. Il est libre de son choix. Et de ce point de vue-là, on a été évidemment déçus, parce que la droite aurait eu besoin de lui, mais c'est comme ça. Oui. Est-ce que vous pourriez être candidate, vous, pour être à la tête des Républicains? Puisque là, du coup, Christian Jacob ne remplira sans doute pas. Écoutez, il y a beaucoup de prétendants. Je ne vais pas... Non, parce que vous avez dit une femme, c'est important tout à l'heure pour Elisabeth Borne. Donc pourquoi pas une femme à la tête des Républicains? Je pense que, vous savez, pour être une femme qui fait de la politique depuis quelque temps, je vois qu'il y a encore une forme de misogynie comme ça, insidieuse. Ah bon? Oui, bien sûr, mais à droite comme à gauche. Non, pas chez les Républicains en particulier, dans la classe politique. On est infériorisés par nature parce que nous sommes des femmes. Oui, mais je le sens en tant que femme, pas forcément dans mon milieu politique de droite.
je le sens, voilà, par définition, on se sent infériorisé parfois parce que nous sommes des femmes, alors que je pense que la combativité, c'est pas une question d'état civil, c'est un état d'esprit, c'est un tempérament. Bon, voilà. donc vous serez probablement candidate alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? non, J'ai jamais, mais pas du tout. Non, mais pas du j'ai tout. l'impression que vous, je non, mais dis vous que avez naturellement, envie. pas du tout. Vous en avez envie non, je parce vous le que dis très franchement, non. je souhaite participer à la reconstruction de la droite, ça c'est Oui. évident, parce qu'encore une fois, je le redis, nous sommes héritiers d'un parti gaulliste qui a donné 5 présidents à la France et qu'on ne peut pas disparaître comme ça. On a des électeurs qui n'ont pas disparu, qui sont toujours là et qui sont en demande d'une droite républicaine pour travailler intelligemment à l'Assemblée nationale. Ouais, elle a été victime un peu de machisme, alors Valérie Pécresse? Pas seulement. Ce serait trop facile de réduire cette défaite à un machisme. Je pense qu'encore une fois, on a eu un problème d'incarnation, il est vrai, et deuxièmement, un problème de ligne idéologique. On n'a pas imprimé, il faut le reconnaître. Oui, dans sa feuille de route, Elisabeth Borne, elle va avoir l'écologie, notamment la planification écologique. Vous êtes députée européenne, vous venez de voter le paquet climat avec la taxe carbone aux frontières. Ça signifie quoi précisément? Alors tout à fait, on a voté hier à la commission environnement ce taxe carbone aux frontières qui est un vote absolument majeur parce qu'aujourd'hui l'objectif de l'Europe c'est d'être le premier continent neutre sur le plan climatique à horizon 2050. Et pour ce faire, on a donc un objectif de construire cette barrière écologique pour les produits importés. Vous savez, aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale entre d'un côté les producteurs européens qui doivent respecter des normes environnementales extrêmement contraignantes, alors que les producteurs extra-européens, eux, peuvent importer et sont exemptés de ces règles environnementales contraignantes. Et donc, on a mis fin à cette aberration pour qu'il y ait une équité entre ceux qui produisent en Europe et ceux qui importent. Ça va permettre à des pays et des puissances mondiales comme la Chine, l'Inde ou encore les États-Unis à opter pour des comportements plus vertueux et respecter l'environnement. Sinon, ça veut dire qu'ils seront pénalisés avec des taxes sur leurs produits, quoi. Absolument, si ça ne respecte pas. Absolument. Ça va faire augmenter les prix, ça va participer à l'inflation. Non, ça va permettre au contraire de créer des emplois et ça va permettre de relancer justement toutes les industries qui vont devoir... Ça doit être vertueux. Parce que vous savez, voilà, ça doit être vertueux et ça permet d'embarquer non seulement les États, mais aussi les industries, les grandes sociétés, mais aussi les agriculteurs aussi. Ça va permettre à tous... Parce que, ça ne s'impose pas comme ça. La transition écologique, le réchauffement climatique, ça ne s'impose pas comme ça. Il faut embarquer les citoyens, les industries, les agriculteurs, tous ensemble pour rendre cette planète neutre climatiquement à horizon 2050. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui sont sceptiques sur l'Europe? Vous qui êtes dans les rouages européennes aujourd'hui en participant en tant que député, ils ont peur en fait un peu de l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils ont peur. Regardez ce qui se passe depuis 6 mois, comme je suis fière d'être députée européenne, parce que l'Europe a été au rendez-vous de l'histoire avec ce qui s'est passé sur l'Ukraine. C'est la première fois que l'Europe dégage un budget européen pour financer des armes à un pays qui est attaqué et pour prendre des mesures économiques, financières très très fortes contre la Russie. Et on a parlé d'une seule voix. Il y a eu une cohérence, une cohésion, alors que beaucoup craignaient que les 27 soient divisés sur l'Ukraine. Bien au contraire. On a été totalement unanime, avec une action totalement coordonnée, audible et efficace contre la Russie. Merci Agnès Evren, députée européenne LR et vice-présidente des Républicains, qui pour l'instant n'est pas candidate à tête des Républicains, mais ça viendra peut-être. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.